Il y a l'introversion, l'extraversion et la timidité. Chez un enfant qui a une personnalité timide, il y a de la honte, il y a de la gêne d'aller vers l'autre. Il se sent jugé, alors qu'un enfant introverti est un enfant qui est très bien tout seul et qui se recharge en énergie grâce à sa connexion de son monde intérieur. Donc en fait, l'introversion et l'extraversion, c'est juste une recharge d'énergie. AVS avec Philippe Robichon. Quelle bonne santé à tous. Bonjour, bienvenue. Alors avec nous ce matin, on en a deux. On a Karima Chadibaou qui est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Coach familial parental, fondatrice de l'école de naturopathie qui s'appelle l'ENAT à Saint-Ouen. C'est quand la prochaine rentrée ? La prochaine rentrée fin mars. Ah oui, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, oui. On a une nouvelle promo qui démarre. Il reste des places pour ceux qui veulent s'inscrire ? Il reste encore des places, oui. Le praticien PNL. Donc, D'accord, on fait comment pour s'inscrire ? On fait comment ? On va sur ma page Insta ou la page, voilà. Je fais comme tout le monde. Bah non, c'est bien, je note. Voilà, sur le site internet, on envoie un mail et avec une demande pour le parcours. Quel parcours ? Ça dure combien de temps ? La formation de praticien en PNL dure 12 jours. D'accord. C'est-à-dire 12 jours étalés sur 3 mois en fait. D'accord. Voilà. En présentiel ou on fait les deux. On s'adapte par rapport aux conditions sanitaires. Donc comme par exemple la promotion précédente, donc c'était une grande partie en Zoom, en web, et la suite en présentiel parce que il y a beaucoup d'exercices et de pratiques quoi. C'est pratique. Voilà. Bien, Leïla Tona est avec nous. Bonjour Leïla. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bienvenue, psychopraticienne, animatrice d'ateliers de discipline positive. Mon enfant n'est pas très sociable. Alors on parle beaucoup des enfants hyperactifs et on en parle plus que de ceux qui ne font pas de bruit, de ceux qu'on ne voit pas, qui s'agrippent à papa ou à maman, qui ne jouent pas avec les autres au square, ceux qui préfèrent jouer seuls et ne recherchent pas forcément le contact avec les autres enfants. Alors, quel mot on met ? On met associable, c'est peut-être un peu fort, associable d'ailleurs. Hein. Trop fort même, ouais. Surtout ça dépendra aussi de l'âge, parce que c'est justement à l'âge, quand on les emmène au parc, au square, n'est-ce pas Leïla, qu'ils vont jouer, se socialiser en fait, sociabiliser. Parce qu'on dit, on dit que l'enfant se sociabilise. Il développe ses compétences psychosociales et psycho-affectives, donc au contact d'autres enfants et avec d'autres adultes. Et donc on ne parle pas vraiment de associable, plutôt d'introversion. Voilà. Et alors, un introverti, est-ce que c'est la même chose qu'un enfant qui serait, on va dire, timide ? Pas du tout. Justement, il faut faire la différence. Donc, il y a l'introversion, l'extraversion et la timidité. Dans la notion de timidité, chez un enfant qui a une personnalité timide, il y a de la honte, il y a de la gêne. Il y a vraiment cette gêne d'aller vers l'autre. Il se sent jugé, un enfant timide, alors qu'un enfant introverti est un enfant qui est très bien tout seul et qui se recharge en énergie grâce à sa connexion de son monde intérieur. Quand il est connecté à son monde intérieur, il se recharge. Donc en fait, l'introversion et l'extraversion, c'est juste une recharge d'énergie. L'extraverti va se recharger quand il est dans la foule, avec les autres, au milieu des autres. Et l'introverti va se recharger dans sa solitude. La solitude ne lui fait pas peur quand il est seul. La timidité, c'est autre chose. Il y a de la gêne, il y a de la honte. C'est pas la même chose. Il y a de la gêne et puis de l'anxiété aussi. Oui. Tandis qu'un enfant introverti n'est pas forcément anxieux. On peut avoir des enfants extravertis. Ça veut dire qu'ils vont vers les autres, qui ont la communication facile, l'échange, le partage, la connexion avec d'autres personnes très facile, mais qui peuvent être aussi anxieux. C'est-à-dire de la peur de est-ce que je vais être accepté, le sujet que je vais choisir pour discuter, est-ce qu'il sera accepté aussi, est-ce que je vais pouvoir l'aborder, tandis qu'un enfant introverti, il se pose pas toutes ces questions-là. Et on peut avoir des enfants aussi introvertis avec une anxiété. Ça, c'est autre chose. En fait, c'est des troubles, en fait, qui se développent par rapport au contexte, à l'environnement, aux challenges, aux défis qu'ils ont à rencontrer. D'accord ? Donc, beaucoup de parents confondent cette introversion, le fait de vouloir être avec soi-même. Et si on parle d'intelligence multiple, Philippe, on parlerait d'une intelligence intra-personnel, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir m'écouter, à pouvoir m'auto-analyser et pouvoir déterminer ce dont j'ai besoin. D'accord ? Et l'introverti, il le sait. Est-ce que de se retirer du monde, pas parce qu'il se sent rejeté, pas parce qu'il est abandonné, mais parce qu'il en a besoin, et c'est comme ça qu'il se régénère et qu'il se recharge en énergie.
Alors aujourd'hui, la norme sociable est devenue peut-être la règle. Ça peut inquiéter les parents parce qu'ils disent mon enfant il n'est pas avec les autres, il joue pas avec les autres, donc ils disent il n'est pas comme les autres et peut-être qu'il en souffre. Justement, donc les parents, il faut qu'ils soient attentifs à ça. Parce qu'on a, nous, nos représentations de nos enfants, mais aussi nos propres représentations de comment on était, nous, enfants. Et de dire, bah oui, un enfant, pour qu'il soit bien, et même le médecin, quand on l'emmène voir le pédiatre, il dit, oui, est-ce qu'il a des copains, est-ce qu'il joue avec eux dans la cour de récréation, quand on va voir la maîtresse ou le maître, quand il est dans les petites classes, on lui demande, on lui dit, est-ce qu'il a joué avec des enfants dans la cour de récré, et d'autres enfants qui sont simplement là à observer dans la cour d'autres enfants qui jouent et qui sont bien. Oui, d'accord. Donc il faut dire aux parents, on passe à l'armée tout de suite, pas dire peut-être que mon enfant est associable et qui n'arrive pas à être avec les autres et qui ne peut pas être avec les autres. Non, il faut lui demander est-ce que tu es bien, comment tu te sens et comment ça se passe. Il faut tout simplement l'observer, mieux le connaître, mieux se connaître soi aussi, parce qu'en même temps, en étant un parent extraverti, ce que je vais aussi peut-être imposer à mes enfants, c'est d'avoir une foule de copains. Donc c'est se connaître soi aussi en tant que parent pour mieux connaître aussi le monde de son enfant. Est-ce que mon enfant se recharge, comme on le disait tout à l'heure, quand il est avec les autres, ou il a besoin d'être dans sa bulle. Et en même temps, Karima, j'ai quand même envie de rajouter qu'un enfant ne peut pas être que extraverti. Comme nous d'ailleurs. Oui, comme nous d'ailleurs, oui. On a tous une part des deux. Voilà, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Donc on a vraiment une part des deux, mais on a quand même une inclinaison, il y a quand même un trait qui prédomine, mais on a la part des deux. D'ailleurs, maintenant on parle d'ambiverti. Oula, ambiverti, c'est les deux. C'est les deux. En fait, c'est par rapport c'est un flux en fait. C'est comme un flux énergétique où par moment j'ai besoin d'être avec les autres en extraversion pour pouvoir me recharger, changer, et ça dépendra du contexte. Et par moment j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger, me régénérer et pour analyser et avoir un peu de calme, quoi. D'accord. Et Gandhi, j'avais appris ça aussi. Oui. Gandhi a été introverti quand il était dans sa phase d'homme sage, et quand il est devenu homme politique, il est devenu extraverti. Une icône. Ouais. Voilà, et donc on peut basculer d'un domaine à l'autre, d'une introversion à une extraversion. Alors pour les parents qui nous écoutent, il faut éviter de coller des étiquettes à tes enfants. Exactement ça, le danger des étiquettes. Ben oui, si je le vois, parce qu'en même temps les parents confondent tellement cette notion de timidité avec l'introversion que je vais emprisonner justement l'enfant dans cette étiquette et que je vais percevoir mon enfant à travers ma grille de lecture à moi. À partir de comment moi j'ai été éduquée, à partir de mon tempérament, de ma perception du monde. Donc ne collons pas d'étiquettes aux enfants. Et les étiquettes sont valables sur l'introversion, l'extraversion, l'hyperactivité, l'intelligent, la princesse, le courageux, voilà, ça c'est des étiquettes. Même quand elles sont positives, elles peuvent justement porter atteinte en fait au développement de l'enfant, à sa croissance et à son potentiel. Pourquoi ? Parce que les étiquettes, la plupart du temps, assignent l'enfant à se comporter comme l'étiquette. Et à un moment donné, l'enfant, comme par exemple, s'il a la réputation et l'étiquette de l'intelligent de la famille, donc on s'attend à ce qu'il soit brillant à l'école, qu'il soit brillant avec ses camarades, avec ses amis, et qu'il puisse se sortir de toutes les situations. Et que lui, si par moment il trouve qu'il fait pas preuve d'une grande intelligence, va le vivre comme étant un handicap. Et du coup, il dit, mais moi, dans la famille, il pense que je suis l'intelligent. Donc, ça lui met une pression. Donc il est oppressé, il est emprisonné dans cette étiquette, l'étiquette des parents, l'étiquette des professeurs, le colérique, il est toujours dans la lune lui, et du coup on l'emprisonne là-dedans et on le laisse pas être qui il veut être, et on l'aide pas à développer justement des compétences psychosociales comme la tolérance ou la responsabilité, l'autonomie, la coopération, la collaboration avec d'autres camarades, d'autres enfants, et notamment surtout les enfants qui sont introvertis, ils sont vraiment dans leur monde intérieur et ils développent une très très grande sensibilité émotionnelle. Et la plupart des enfants introvertis, on trouve aussi qu'ils sont aussi hypersensibles, voire ultra sensibles, d'accord ? Donc dans cette introversion et aussi cette créativité extraordinaire. Voilà. Ils passent plus facilement par l'art, le dessin, l'écriture que par la parole. Et exactement. Mais moi j'ai une fascination pour ces enfants-là, parce que je me dis waouh, soyons curieux et observons comment son monde intérieur, comment est-ce qu'il partage de son monde intérieur, au lieu de vouloir lui dire non mais il doit parler, non mais il doit faire comme ci, non mais il n'est pas comme son grand frère.
il doit avoir plein de copains. Invite les copains à la maison. Et lui, le pauvre, il est saturé. Ça l'épuise. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vouloir imposer à un enfant un comportement qui n'est pas le sien, c'est contre-productif. C'est-à-dire que si un enfant va parler aux autres et des copains, ça ne fonctionne pas chez l'enfant. Non, du tout. Ça ne fonctionnera pas et ça va l'épuiser. Ouais. Parce que ça va lui demander un effort et souvent c'est contre nature, c'est ça? Oui, c'est contre nature. Sa nature, c'est d'être introverti. C'est pas une tare d'être introverti. C'est pas une tare d'être extraverti en fait. Donc il faut que les enfants acceptent de regarder leur enfant et l'acceptent comme il est. Mais on parlait des étiquettes, les parents ne s'en rendent pas compte quand ils verbalisent et qu'ils parlent de leurs enfants. Ils partent du principe que leur enfant, quand il a entre 5 et 7 ans ou 8 ans, il comprend pas ce qu'ils disent. Non. Donc finalement devant lui, ils disent oui, mais lui il est timide. Voilà. C'est un enfant timide ou c'est une enfant timide, en pensant que l'enfant ne comprend pas ce qu'ils disent. Exactement. Et donc finalement, l'enfant se coule dans son étiquette, c'est ça? Il se conforme. Et donc, je crois de toi que tu es timide. Tu vas te comporter d'après ce que je crois de toi. Parce que tu vas confirmer, parce que les enfants, ils croient ce que disent les parents. Et ils le croient dur comme fer, c'est ancré, c'est tamponné, c'est validé. Donc si mon parent, ma mère, mon père ou la maîtresse dit que je suis timide, mais je dois l'être, donc je vais me comporter comme quelqu'un de timide. On finit par avoir le comportement de l'étiquette qu'on vous colle, c'est ça? Exactement. Ça. Et puis on les appelle aussi, ces étiquettes, on les appelle aussi les prophéties autoréalisatrices. Oui. On les appelle aussi. Alors comme c'est quoi une prophétie autoréalisatrice? Moi, je connais des spécialistes de ça. Qui aiment beaucoup ça, qui en parlent tout le temps. C'est quoi une prophétie autoréalisatrice? Une prophétie autoréalisatrice. Tu veux y aller, Leïla? Non, vas-y. Oui. Donc la prophétie, ça. N'hésitez pas à aller là, parce que sinon, si vous lui posez la question, je sais, j'ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? Je la connais. Bon, donc n'attendez pas qu'elle vous pose la question. Mais Philippe, extraverti, introverti. Ah bah oui. Leïla est introvertie et moi je suis une extravertie. C'est juste, moi j'ai besoin d'être avec les autres. Parce qu'aussi, j'ai grandi aussi dans cette prophétie autoréalisatrice de mes parents que je dois être avec les autres, disponible pour les autres et avec le sourire. Moi, ça ne m'a pas contrariée dans mon caractère. Pourquoi? Ça allait bien avec vous. Ça allait très bien avec moi et c'est encore plus. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais Karima, je n'arrive pas à suivre ton rythme. Accroche-toi. Ouais. Moi, je lui dis, accroche-toi. Je dis, écoute, je ne demande pas à ce que tu suives mon rythme, mais ne viens pas me brimer dans ce que parce que moi, c'est comme ça que je m'épanouis. Je rencontre des gens, voilà, et je le sais. Leïla, qui est ma sœur, on a grandi ensemble, on travaille ensemble. Scoop, là, ça y est. D'accord? Comment? On a un scoop, là, ça y est. Leïla, elle est introvertie. Ça se voit pas comme ça, mais elle a développé des compétences. Voilà, psychosociales, d'aller vers les autres, mais à un moment, elle ferme tout. Oui, et on besoin. Parce que j'ai besoin. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. J'ai besoin de m'isoler. Prévenu, hein. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de me retrouver pour me recharger. Parce qu'effectivement, le rythme de Karima, il faut la suivre. C'est pas évident. Donc, je sais que voilà, elle parle beaucoup. C'est sa manière de se recharger, c'est très bien. Voilà. Donc, juste pour revenir sur les prophéties autoréalisatrices. Donc, les prophéties autoréalisatrices, c'est cette histoire d'étiquette. C'est tu deviens ce que je crois de toi. Voilà. Si je crois de toi que tu es quelqu'un de sage, qui a toujours la bonne réflexion, la bonne pensée, etc., tu vas te comporter comme tel. Si tu crois que si je crois de toi, que tu es un mec hyper impulsif, un homme, très impulsif, colérique et tout ça, tu vas te comporter comme tel. Exactement. Et puis ça nous vient aussi, il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment l'étude de Rosenthal, on appelle l'effet Rosenthal, qui s'inspirait en fait de la mythologie de Pygmalion. Tout le monde a entendu. Oui, parce qu'aujourd'hui on appelle ça l'effet Pygmalion. Exactement. Mais c'est une étude aussi qui a été réalisée par des psychologues et des sociologues que justement l'enfant, il attend en fait, il va s'imprégner de ce que l'on pense de lui, ce que l'on croit de lui. D'accord? Si je crois de lui, comme l'a dit Leïla, qu'il est bon à rien et qu'il va, comme par exemple à l'adolescence où ils vont développer une espèce de flemme, de paresse en fait, paresse de vivre, paresse de faire des choses, paresse d'agir. Donc il va se conformer, il va dire de toute façon mes parents pensent que je suis capable de rien et bon à rien, donc il va produire du bon à rien. C'est ça. Tout simplement. Et si mes parents pensent de moi que je suis quelqu'un de parfait, de bien, de lisse, pas un mot au-dessus de l'autre, je vais me conformer, réagir et agir dans ma vie comme ils pensent de moi. Exactement. Et du coup, mettre les enfants dans des croyances qu'on leur a
collées comme des étiquettes, collées, et puis après pour les décoller, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que ça te poursuit toute ta vie après ces étiquettes-là. Hein. Oui. Elles t'orientent même et elles t'aident à choisir justement ton style de vie. Ton style de vie, style de partenaire, le genre de partenaire. D'accord. Il y a des personnes, moi je reçois même en couple, des couples introvertis, extravertis, et qui pensaient qu'il était extraverti, mais qu'il est introverti et qu'il est dans le rejet. Donc la femme pense qu'il la rejette et qu'il l'aime pas et qu'il veut pas être avec elle, alors qu'en fait il a juste besoin de trouver ce temps pour pouvoir s'isoler et se régénérer, se recharger. Et tout ça, c'est les travaux de Carl Gustav Jung. C'est lui qui nous a transmis justement dans les typologies des personnalités l'énergie. Dans quelle direction va l'énergie? On le voit tout de suite chez les enfants. Est-ce qu'elle est dirigée vers l'extérieur ou dirigée vers l'intérieur? D'accord. Donc ça, les parents, faut être attentifs à ça et ne pas imposer quelque chose qui est au-dessus ou au-delà des compétences de l'enfant. Voilà, et ne pas paniquer. Quels sont les signes qui peuvent alerter les parents et qui confirment que leur enfant est introverti, Leïla? Alors, les signes qui peuvent alerter les parents par rapport à l'introversion, c'est justement... Alors, s'il n'y a pas d'anxiété, quand l'enfant se retrouve avec ses copains, quand l'enfant aime bien se retrouver seul et qu'il est bien dans sa bulle, il lit, il joue tout seul, à ce moment-là, on parle d'introversion. On va basculer vers la timidité, d'accord ? Si vraiment il a de la gêne, je sens qu'il est mal à l'aise, il ne se fait pas confiance. À ce moment-là, je bascule dans la timidité. D'accord, mais dans son comportement, comment on le reconnaît ? Qu'est-ce qu'il fait, un enfant introverti ? Vas-y. Oui, par exemple, quand il est, on le voit dans la classe, par exemple, il va, dès qu'on donne la consigne, ou que maman aussi, même à la maison, donne une consigne de voilà, aujourd'hui la journée, voilà le programme de la journée, et qu'il va aller tout de suite faire les choses, ou alors il va aller, on va l'observer, en fait, il rentre tout de suite dans son monde intérieur, d'accord ? Comment on voit que l'enfant rentre dans son monde intérieur ? C'est-à-dire ses canaux sensoriels sont orientés à l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas parler, il va acquiescer, il va dire oui, maman, ok, et il va aller prendre ses affaires, ranger ses affaires. Il va généralement obtempérer tout de suite. Parfois, s'il n'obtempère pas tout de suite dans ce qu'on lui demande, que ce soit aussi en classe, il va avoir un temps de réflexion. Vous savez, tous les enfants qu'on dit, il est dans la lune. C'est qu'il n'est pas dans la lune, il est dans son monde intérieur, il est en train de réfléchir, il est en train de s'écouter penser. Donc un enfant qui s'écoute penser, à quoi on voit qu'un enfant s'écoute penser ? C'est quand il a le regard dans le vague, d'accord ? Qu'il est, où il n'est pas intéressé par ce qu'on est en train de faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il s'ennuie, ça veut simplement dire qu'il est occupé, que son esprit est orienté à l'intérieur, est occupé à décortiquer, à analyser, à rêver de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire son imagination, il fait travailler son imagination. On l'observe par des comportements comme ceux-là. Ou quand on lui dit, viens en groupe et qu'il est embêté par le bruit. Des enfants, par le bruit, la lumière trop vive, c'est des caractéristiques qui correspondent aussi aux enfants sensibles, hypersensibles, ultrasensibles. Sensibles à la chaleur d'une pièce, quand ils rentrent dans une pièce, le bruit, et tout de suite ils vont se dire oh non, je suis pas à l'aise ici, donc ils se retirent. Et il faut surtout pas, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, professionnel, lui imposer, lui dire non, parce qu'après il commence à somatiser. Ça veut dire quoi, somatiser ? Le corps va commencer à s'exprimer. Mal de tête, mal de ventre, le cœur serré, éruption, il peut développer une crise d'allergie. Dans les endroits confinés, et c'est là où ce que disait Leïla commence à se développer l'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'on a contrarié son fonctionnement. Et vous le perdez parce qu'il rentre après comme dans sa carapace, comme la tortue, et vous le perdez. Il est plus là. L'énergie, il n'y en a plus. Il est vide. Il est vide. L'enfant n'est plus là. Il n'existe plus parce que vous l'avez forcé, parce que vous avez contrarié sa façon d'être, sa manière d'être. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas le forcer. Non. Faut pas le forcer à aller vers les autres, à avoir des copains, à faire des ni aller vers les autres, ni quand vous posez une question, à ce qu'ils vous répondent tout de suite. Prendre le temps, justement, comme l'a dit Karima, vraiment, parce qu'il pense et il internalise, ses pensées sont internalisées, d'accord ? Donc il y pense, il y réfléchit, ça prend du temps. Donc on lui laisse le temps de répondre. Et c'est pas, je t'ai posé une question, réponds-moi tout de suite. Je respecte. C'est pas de l'impertinence ou de l'insolence, de la provoque. Non, il faut laisser le temps. Nous on dit tout le temps, laisse atterrir.
Laisse atterrir ce qui vient d'être dit, ok. Et aussi quand il parle, il cherche beaucoup ses mots. Oui. L'enfant va beaucoup chercher ses mots. Ne l'interrompez pas. Pourquoi ? Non. Quand vous l'interrompez, qu'est-ce qui se passe ? Il repart au début du raisonnement. Pourquoi ? Parce que c'est une séquence d'association d'idées. D'accord ? Et quand vous venez vous dites, mais dépêche-toi, abrège. Ouais, comme les parents. Abrège. Les parents terminent souvent les phrases. Exactement. Donc non. Non. Laissez-le terminer, donnez-lui le temps. Quels sont les besoins spécifiques d'un enfant introverti ? Besoin. J'allais dire besoin de silence. Ouais. Un enfant introverti a besoin de silence, a besoin de temps, a besoin qu'on soit patient avec lui. Besoin de calme. Ouais, besoin de calme. De calme, et besoin de connexion avec la nature. Emmenez-le, sortez-le quand ils sont petits dans la forêt, une balade à vélo, à trottinette. Laissez-le observer les animaux, voilà. C'est parce qu'il justement ça vient enrichir encore plus son monde intérieur. D'accord ? Et si vous lui demandez, est-ce qu'il a besoin de compagnie pour faire justement ses explorations. S'il vous dit oui, allez-y et respectez son rythme. Mais s'il vous dit non, laissez-le tout seul. Ne le prenez pas pour vous en disant il veut pas de moi, il veut pas que je sois avec lui. Voilà. Moi personnellement, qui est extravertie, des fois je le vivais très mal avec une de mes filles qui est notamment introvertie, et je me disais mais si je comprends pas, elle me veut pas, elle me rejette parce que je le vis comme un rejet. D'accord ? Donc, c'est pas contre moi. Là c'est de votre position de parent, en fait. Oui, de la position de parent. Oui. La position de parent, ou même les enfants dans la fratrie entre eux. Hein. Oui. Les enfants entre eux, il y en a un qui a besoin de... Non, il veut pas jouer avec moi. Mais il dit, mais moi, je joue bien tout seul. Parce que quand il joue avec moi, il me casse tout. Et parce que l'autre, il est extraverti. Donc, il a besoin... de cas comme ça dans la fratrie. Oui. Et donc, c'est aux parents ensuite d'expliquer que lui, il est bien quand il joue avec ses Legos, il est dans sa petite bulle, il est dans son monde. Oui, toi, tu as besoin de lui, de ton frère pour jouer, d'expliquer tout simplement pour que le respect pour que ce soit entendu et respecté. Oui. Et contrairement à l'extraverti qui lui fait beaucoup de bruit, il montre qu'il est là par sa présence, par son énergie débordante, l'introverti, quand il est en public, ne parlez pas de lui, ne l'affichez pas. Votre enfant, viens parler de ton truc là, viens tonton, viens. Et lui il est là, on le voit, il devient rouge. Allez, il chante la chanson. Voilà, allez, fais-nous un morceau de piano là, montre-nous comment tu joues bien du piano. Un cauchemar. C'est terrible. Un enfant extraverti va dire chouette, je suis la star, on va me regarder, je suis le centre d'intérêt de tout le monde, et ça le nourrit et ça l'encourage. Un introverti, vous l'avez perdu. C'est que l'enfant introverti ne veut pas être au centre de l'attention. Non, du tout. Et c'est pas ce qu'il recherche. Non, un enfant introverti, s'il prend la parole, il a bien réfléchi à ce qu'il allait dire, et ce qu'il va dire, ça va être clair pour lui. Mais quand il parle, il dit quelque chose. Contrairement à l'enfant extraverti qui peut-être... Non, tu peux le dire. Vas-y, tu peux le dire. Qui parle pour parler. Parle pour parler. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas. Non, voilà. Non. Parce que c'est souvent intéressant. Oui, ça lui arrive. Bon. Non, l'enfant introverti, il a réfléchi. Il a réfléchi à ce qu'il disait. Oui, en fait, il a réfléchi à ce qu'il dit et voilà, il va choisir les bons moments pour parler. Et de la profondeur. Oui. De la profondeur. Il aime les idées, les discussions intelligentes, profondes. Voilà. Tandis que l'extraverti, non. Je ne vais pas dire qu'il blablate, c'est pas ça. Il parle, mais voilà, mais tout le nourrit. Pour lui, tout est OK. Oui. Donc c'est pas quelque chose de... Quand je vais parler, je vais dire un truc, attention, tout le monde doit écouter, ou tout le monde... Non, c'est OK. Il peut dire des choses importantes dans un flux de mots, dans un flux d'idées, mais que donc c'est charge à l'auditeur, celui qui écoute, d'aller chercher en fait l'information importante. Tandis que l'introverti, non. Il va choisir les mots, ou alors il va dire maman, papa, là j'ai un truc important à vous dire, j'ai besoin que vous m'écoutiez, voilà, et il va le dire. L'extraverti, il peut dire un truc hyper important qui s'est passé à l'école, mais c'est passé comme ça au milieu de où sont où mes baskets. Voilà. Vous voyez, mais c'est vraiment une question d'énergie. C'est très réfléchi chez l'introverti. Oui, et aussi ne pas confondre l'introversion avec l'estime de soi. Et la confiance en soi, on a parlé de la timidité, on a des personnes introverties qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. Oui. Ça veut dire quoi l'estime d'eux-mêmes ? Cette valeur personnelle. Même qui ont même une très bonne estime d'eux-mêmes, si je vous écoute. Oui, exactement. Oui. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Contrairement au timide qui finalement, lui n'a pas
manque d'estime de lui-même. Exactement. L'introverti, il a même une très bonne estime de lui-même. Oui, absolument. Tout à fait. Mais il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il connaît sa valeur personnelle et il a confiance en lui, il croit en lui. Un timide, il croit pas en lui. Quelqu'un qui manque d'estime de lui et de confiance en lui, il croit pas en lui, il connaît pas sa valeur personnelle, il a besoin de la trouver chez l'autre et qu'elle soit validée chez l'autre. Voyez ? Donc ça, c'est ne pas confondre, vraiment. À quel moment les parents peuvent s'inquiéter quand même face à un enfant qu'ils peuvent estimer comme introverti? Alors, qu'est-ce qui peut inquiéter les parents parce que ça pourrait être confondu, alors, entre guillemets, avec une forme d'autisme peut-être, ou un trouble de la relation. Oui, peut-être, oui, mais moi ce qui me vient pour répondre à votre question, Philippe, ce serait si les parents sentent du découragement chez l'enfant. Si vraiment les parents sentent que l'enfant se démotive, il a beau essayer de faire, mais que ça ne matche pas. Donc il y a une espèce de découragement qui s'installe chez l'enfant. Là, à ce moment-là, donc là, même s'il est introverti, il y a peut-être un sentiment d'incapacité qui se développe chez lui. Donc là, à ce moment-là, le parent fait attention, discute avec lui et met en place des stratégies, des actions pour aider l'enfant à développer le sentiment de capacité. Et en discipline positive, si je peux me permettre, justement. Donc, on a une grille une grille de lecture qui nous permet de décoder le comportement des enfants. Et cette grille s'appuie sur le ressenti du parent. Ça veut dire que le parent va se connecter à son ressenti, d'accord ? Dans le cas du sentiment d'incapacité, c'est que si je me sens, moi, en tant que parent, découragé, que je me sens démuni, que je me sens désespéré, c'est que très certainement mon enfant croit de lui qu'il est nul, qu'il est incapable. N'attendez rien de moi. Tout ce que tu vas faire, maman ou papa, je vais rien faire. N'attends rien de moi. Donc ça, soyez vraiment alerte. Mais c'est le parent. Donc le fil rouge, c'est le ressenti du parent. Je me sens désespérée. J'ai tout essayé. J'ai bataillé, j'ai discuté, mais ça ne matche pas. Ok, mon enfant se croit nul. Mon enfant a un sentiment d'incapacité. D'accord ? Donc, j'y vais. La solution, ça va être quoi ? Petit à petit, pas à pas, étape par étape. Je commence par lui apprendre les lacets et je l'entraîne tous les week-ends. Allez, avec un petit chrono, je lui apprends à faire ses lacets. C'est très bien. Je peux essayer la cuisine. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on n'achète pas des chaussures avec des scratchs. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Moi, j'ai acheté des chaussures avec scratch. Moi aussi, je connais des parents, on est passé au scratch. Ouais, on est passé au scratch. La facilité. Ouais, c'est la facilité. Ouais, mais au contraire, ce que vous dites, que c'est le contraire. C'est au contraire la patience. Exact. Et l'entraînement. L'entraînement. Avec l'entraînement, pour bien muscler justement toute cette motricité fine avec les mains, apprendre à faire avec le nœud, etc., le lacet, pour que le jour où le matin, quand on va se lever, qu'on va être à la bourre comme d'habitude, il va pouvoir, ah oui, regarde, tu l'as fait tout seul. Tu y es arrivé. Tu peux être fier de toi. Donc, il goûte à la réussite. Il a goûté à celle-là. Il a réussi à casser un œuf sans mettre les coquilles dedans. Il a réussi à nettoyer la farine qu'il aura mis par terre en faisant un gâteau avec vous. Bref, pour l'aider justement à développer ce sentiment de capacité, qu'il puisse se dire, ok, il y a de l'introversion chez moi, mais je suis capable. Exactement. Et l'enfant extraverti peut être aussi dans ce sentiment d'incapacité, mais sauf qu'il va l'exprimer autrement. Au lieu de se replier sur lui-même, l'extraverti va être plutôt dans le rejet de l'autre et dans l'agressivité. Voilà. Donc dans cette agressivité de dire oui, bon, moi j'y arrive pas, je suis nul, ok, et il va camoufler. Essayer de camoufler pour pas qu'on voit justement le défaut ou ce sentiment d'incapacité. Il fait diversion. Exactement, il fait diversion. Il dit ok, ça je l'ai pas vu, c'est bon, non mais bon, j'arrive pas à régler ce problème de maths, mais je sais faire celui-là, regarde. T'as vu comment je me sors bien dans les divisions et tout, regarde. Et du coup, le parent doit aussi être vigilant sur l'enfant extraverti avec ce sentiment d'incapacité qui est justement détourné. Mais comme l'a dit Leïla très justement, le sentiment du parent. Comment moi je me sens vis-à-vis de mon enfant quand il est dans ce sentiment d'incapacité, c'est que je me sens moi-même découragée. Et donc pour pouvoir ensuite l'encourager et m'installer de l'entraînement, des pratiques étape par étape. Avec des sous-objectifs, voilà, premier pas, deuxième pas, troisième pas. Et célébrer. Ouais. Mais un enfant introverti, ça fait un adulte introverti ou pas ? Comme on le disait, pas forcément. Ça dépend des expériences qu'il va vivre. Il vivra certainement peut-être des expériences qui vont
le faire basculer dans l'autre, dans l'extraversion, pas forcément. Oui, mais à un moment donné, il devra quand même, parce que c'est sa nature. Si sa nature, c'est l'introversion, il va développer les compétences d'extraversion. Mais à un moment donné, il aura besoin de s'isoler, de se retrouver tout seul, de revenir à la maison. Ouais. Exactement, de revenir chez lui pour justement se régénérer. Notamment, on le voit aussi, par exemple, chez les comédiens, les acteurs, les gens de spectacle, qui sont, la plupart du temps, on pense que c'est des extravertis. Qui sont les deux. Alors eux, pour le coup, mais parce qu'ils ont développé une flexibilité émotionnelle, Philippe. C'est, je peux être dans cette émotion-là, en même temps vivre des choses intérieurement et une richesse extraordinaire, tout en la partageant avec les autres. Donc c'est vraiment une souplesse. Et c'est pour ça que nous, on veut que nos enfants, justement, aient cette flexibilité émotionnelle et comportementale de pouvoir développer, selon le contexte, l'environnement, l'attitude appropriée, le comportement efficace et approprié qui lui permet, mais sans se dénaturer, tout en restant lui-même. Et c'est ça qui est beau. Sa nature. Et c'est ça que les parents veulent, en fait. C'est ça. Mais il faut partir du point de départ. Mon point de départ, c'est quoi ? Si c'est l'introversion, ok, je peux aller vers les autres et en même temps, je suis capable de revenir à la maison, chez moi, à mon intérieur. Donc c'est pas incompatible. On peut être introverti et aller vers les autres quand on le décide. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une décision. Exactement. Et je peux être extraverti et quand je le décide, revenir dans ma bulle. Je m'en mets dans ma bulle, tranquille, peinard. Mais à ce moment-là, pénétrez pas dans mon espace vital. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et savoir qu'on a le choix, c'est important. Ouais. Et il y a un challenge aussi, Leïla, pour les parents et Philippe. Le challenge, c'est quoi ? C'est d'apprendre aussi à notre enfant, surtout l'introverti, à installer des frontières, à installer des limites. Ne pas le faire au moment où je suis épuisée, en burn-out, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis débordée émotionnellement, je ne sais plus gérer, à fleur de peau, le moindre petit truc, j'éclate en sanglots, c'est le tsunami émotionnel, d'accord ? Donc de savoir poser des limites, à quel moment, et ça on l'apprend notamment aussi quand ils sont ados. À quel moment c'est too much ? Ah là non, là c'est. Ils se sentent. Il y a vraiment ce sentiment d'envahissement. C'est pas trop tard quand ils sont ados ? Non. Il est jamais trop tard, de toute façon. En même temps, ado, on peut quand même poser des frontières, comme vous dites. Ouais. Bien sûr, c'est là où il apprend justement. Pose tes frontières et regarde ton cercle d'amis. Qui sont-ils ? Tu te régénères avec eux ou pas ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent ? Ils te permettent quoi ? Comment tu te sens quand tu es avec eux ? Tu te sens élevé ou tu te sens être rabaissé ou oui ? On parlait de la sociabilité de l'enfant. C'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose d'inné ? Moi, je dirais que c'est quelque chose qui s'apprend, la sociabilité de l'enfant. C'est une compétence qui se développe. Donc, bien sûr, elle se développe quand on est avec les pairs, donc PAIRS. C'est à ce moment-là qu'elle se développe, la sociabilité. C'est pour ça qu'à partir de 3 ans, l'école est obligatoire et que c'est à partir de ce moment-là que la sociabilité commence justement à se développer. Oui, d'apprendre à partager, d'apprendre à jouer avec les autres, d'être au milieu des autres, en présence des autres. Même s'il y a des choses qui sont quand même déjà un peu innées, le fait, cet élan d'aller vers les autres. C'est déjà inné. L'être humain, c'est un être relationnel. Il est né comme ça. C'est un être en développement et en mouvement. Et donc, il a besoin d'être en lien. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les enfants qui sont pas, par exemple, qui ne sont pas à l'école, pour lesquels on fait l'instruction en famille, ça veut dire qu'ils ne seront pas sociabilisés ou socialisés. Non. Ils vont l'être aussi d'une autre manière, mais ils vont quand même développer. Parce qu'il y a un élan naturel après d'aller vers l'autre. Parce qu'il y a ce processus, en fait, quand ils se séparent donc, de la mère, le processus d'individuation, où il développe ce narcissisme et sa personnalité, ce narcissisme sain, où il a besoin de se dire je suis séparé de maman, je suis différent de maman, et j'ai ma volonté propre, et j'ai mes idées propres, et j'ai mes pensées propres, et je peux aller vers les autres. Donc l'école, normalement, vient développer ses compétences. Mais même s'il ne va pas à l'école, il peut les développer. On le voit quand ils sont à la crèche ou même dans les parcs. Oui. Quand ils vont jouer et qu'ils regardent d'autres enfants et qu'ils ont envie de jouer avec leur dire tiens, ou les sourires, parce qu'il y a cet élan, cette empathie naturelle d'aller vers l'autre. Ça c'est inné. Voilà. On est des êtres de lien, des êtres sociaux. Mais de quoi l'enfant a besoin pour aller vers les autres finalement ? Il a besoin de se sentir en sécurité déjà. Il a besoin de se sentir en sécurité physique,
D'accord, et sécurité aussi affective. Quand je vais vers les autres, donc il n'y a pas d'anxiété, j'ai pas peur de l'autre, je peux y aller en toute sécurité. Il y a vraiment besoin de cette sécurité-là, de poser les balises. C'est ce qui va lui permettre justement de faire des expériences. De découvrir et puis dans l'interaction qu'il a avec l'autre enfant ou l'adulte, l'interaction ou même la transaction, on parle aussi de transaction avec l'autre pour pouvoir se positionner aussi, prendre le pouvoir dans la relation, parce qu'on a des enfants, si on a affaire à un extraverti par exemple, qui va vouloir aussi prendre le pouvoir dans la relation, ou un introverti qui peut prendre aussi le pouvoir dans la relation, mais d'une autre manière. Par sa présence, par son silence qu'il va imposer ou par les seuls mots qu'il prononcera seront tellement impactants qu'il prendra le pouvoir aussi. Exactement. La profondeur de ce qu'il dira. Donc sécurité physique, sécurité affective, les deux qui lui permettent justement d'aller explorer. Et que doivent faire les parents quand on se retrouve face à un enfant qui est naturellement en retrait par rapport à un groupe ? Alors, les parents, déjà, il faut qu'ils questionnent l'enfant et qu'ils lui demandent, lui, comment il s'est senti, comment il était, est-ce qu'il était à l'aise ou mal à l'aise, ou qu'est-ce qui s'est passé avant de dire, mais tiens, j'ai vu qu'il y avait le groupe, tu étais tout Pourquoi seul. Pourquoi t'as pas été ? Voilà, tu t'ont rejeté tout de suite. Ça, on va jeter la faute sur le groupe qui a rejeté, ou lui qui n'a pas réussi à faire sa place. Ça, c'est les deux choses qu'on entend. Soit il est rejeté, soit il n'a pas réussi à s'intégrer. Voilà. Alors qu'en fait, souvent... Peut-être qu'il n'a pas envie, tout simplement, ou qu'il est observateur, il est en mode observateur. Il a préféré rester observateur et il s'est nourri de ça en les observant, en internalisant ses pensées. Questionner l'enfant. Oui, mais les adultes n'interviennent pas dans ces cas-là. Non, on peut poser la question, Philippe. On peut poser la question, le parent, tu as été à une soirée, tu as été à une... les soirées, maintenant, il n'y en a plus, mais tu as été à un goûter d'anniversaire. Comment c'était généralement, l'enfant va dire, bien. Oui, mais c'était bien comment ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a déplu ? Comment tu t'es senti ? C'était agréable, désagréable, sans faire le flic, bien sûr, mais simplement pour... ça, c'est pas simplement la curiosité du parent, c'est aussi aider l'enfant à mettre des mots sur des ressentis et à analyser et dire, ah oui, tiens, j'ai remarqué que quand on est au-delà de 5 personnes, au-delà de 6, 7 ou 10, soit après je développe une timidité, j'ai peur des autres, ou bien non, je préfère me mettre en retrait parce que c'est trop d'énergie et ça me demande de surcompenser, de surinvestir et ça me demande d'être trop... Voilà. Et le questionner, c'est aussi l'aider à développer son intelligence émotionnelle. Voilà, mettre des mots sur ses ressentis, à se connaître mieux, à la développer. Bien, vous êtes venu avec des livres, Karima. Oui. Alors moi, c'est 2 livres que j'aime beaucoup. La série des Lulu. Donc je les montre à la caméra. Alors Shkoun, Shkoun, alors c'est la vie Lulu. C'est des documentaires en fait. Donc Stéphanie Duval et Marie-Lise Morel. Lulu, et donc moi j'aime bien parce que là c'est Lulu dur les complexes. Donc on a la série Lulu et les complexes, Lulu qui a volé 4 €, Lulu qui a ses parents qui se séparent, Lulu qui ment, Lulu, et en fait c'est les péripéties, les petites histoires de cette jeune fille. D'accord, qui a 7, donc 7, un sujet, un Lulu, quoi. Un sujet, un Lulu, donc les défauts physiques. Et là, celui-là, il traite des défauts physiques, de l'image de soi, de la confiance et de l'estime. Et franchement, moi, je trouve ça, on les trouve à la FNAC, partout. C'est un bon outil pour les parents. C'est un bon outil, oui. Et donc, il y a une partie, il y a l'histoire en BD, alors je montre un petit peu. Et puis, il y a des explications aussi pour l'enfant. Et je trouve ça avec des mots très simples, des partages. Et puis, des choses aussi pour le parent. Donc du coup, là, pour un enfant introverti, c'est sympa parce qu'ils peuvent le vivre, comme on parlait tout à l'heure des étiquettes, comme étant un complexe. Non, c'est pas un complexe, d'accord ? C'est pas une tare, c'est juste un trait de caractère qui s'exprime et d'en être conscient et de l'utiliser et d'en être fier. Et puis un autre livre, celui-là, alors c'est un livre que j'utilise moi en séance de thérapie avec les enfants, que je lis avec eux et qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et c'est l'histoire de Tourou. Tourou, c'est un écureuil Tourou. Ah, c'est original. Oui, si ça avait été une grenouille, ça aurait été tout vert. Ouais, voilà. Et donc Tourou, qui décide de rester dans son lit plus longtemps que d'habitude, et puis il entend à l'extérieur la marmotte, le castor, je crois, ou la marmotte,
qui fait beaucoup de bruit, qui saute dans l'eau, dans le lac et tout ça, qui saute dans le lot, dans le lac et qui s'amuse. Et puis finalement, il apprend à se faire un ami. Donc il y a Tourou qui est un introverti, c'est un écureuil. Et donc justement, comment tu peux te faire des amis sans te faire violence. Et c'est ça qui est beau. Donc ça, c'est un livre, moi que je... Bon, il y en a encore plein d'autres, mais ça, c'est les deux. Ce sont des bons sujets. Des bons sujets pour aider les parents justement à aborder le sujet et à déculpabiliser et à dédramatiser. Voilà, exactement. Sachant que les introvertis ont des amis. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, ils ont des amis. Ils ont des amis. Un extraverti aura peut-être plus d'amis. L'introverti, 1, 2, ça suffit. Voilà, moins d'amis. Mais bien sûr qu'il a des amis, l'introverti. Et puis, il va les choisir aussi avec profondeur, avec finesse. Et non pas que l'extraverti ne les choisit pas comme ça. On n'est pas en opposition l'un avec l'autre. Surtout pas. Je veux pas que les parents repartent avec cette idée qu'ils s'opposent. Non, il y a les deux. Voilà. Mais voilà. Et ils ont chacun leur manière d'être au monde, tout simplement. Voilà. Enfin, on parle des extravertis et des introvertis. Au milieu, il y a quoi d'ailleurs ? Au milieu, il y a quoi ? Oh là, c'est une bonne colle. Ouais, c'est une bonne colle. C'est quoi ? J'imagine que la majorité des gens sont au milieu, non ? Oui. La majorité c'est celui qui a à peu près les deux. Je dirais, il y a des fois où il va dégainer sa carte extravertie et des fois il va dégainer son introversion. Oui, ou l'ambiversion. Voilà, comme on dit, tu vas choisir laquelle tu es plus à l'aise et cette flexibilité. Voilà. Bon, Leïla, vous animez des ateliers de discipline positive. En quoi est-ce que ça consiste, la discipline positive ? Alors, la discipline positive... Parce que il n'y a pas de discipline négative. Non. C'est pas mal. Non, il n'y a pas de discipline négative. Parce que déjà, la discipline, elle a pour vocation d'enseigner et non de soumettre à une autorité. Donc, en fait, en tant que parent, quand je suis parent, j'enseigne à mes enfants le respect, j'enseigne à mes enfants la tolérance, la créativité, la prise de décision, etc. Donc, je suis vraiment l'enseignant et je suis pas l'autorité je prends pas le pouvoir sur mes enfants. Donc, positive, pourquoi aussi ? Parce que je suis dans la bienveillance. Donc, en fait, la discipline positive, donc, c'est une approche éducative, ni permissive, ni punitive. C'est-à-dire, je ne suis pas un parent laxiste et je ne suis pas un parent autoritaire. Je suis ferme et bienveillant. Je suis les deux à la fois. À chaque fois que je vais interagir avec mon enfant, je vais être ferme et bienveillant. La fermeté, ça va être quoi ? Je développe ? Oui, parce que ferme. Oui, alors ferme, c'est le respect de soi, Philippe. Ferme sans être autoritaire, qu'est-ce que c'est ? C'est le respect de soi. La fermeté, c'est une posture. D'accord ? La fermeté, c'est pas crier, hein. C'est pas punir la fermeté. Non, c'est le respect de soi, le respect de la situation dont je suis garante. Je suis garante de la sécurité de mes enfants, de la sécurité physique, la sécurité psychologique, affective. Donc moi, je tiens le cadre. D'accord ? Et là-dessus, je suis ferme. La fermeté, c'est aussi le respect de mes valeurs, des miennes. La bienveillance, c'est le deuxième mot de cette approche. Ça va être le respect de l'enfant, donc le respect de sa réalité, le respect de quelle réalité il met quand il vit cette expérience. Il vit pas la même chose que moi, on vit la même expérience, mais lui, il l'interprète à sa manière. Donc ça va être ça, la bienveillance. Et le troisième mot, c'est l'encouragement. Encouragement, c'est insuffler du courage, aider l'enfant à développer ce fameux sentiment de capacité dont on parlait tout à l'heure. Donc, la discipline positive, c'est 14 heures de formation, avec des outils pour les parents. Pour les parents, pardon. Ouais. Pour les parents. En atelier. Voilà, 2 heures à chaque fois pour les parents, avec des outils pratico-pratiques, des jeux de rôle. Donc les jeux de rôle aident énormément les parents à prendre conscience de leur comportement parce qu'ils se mettent à la place de leur enfant, d'accord ? Et la discipline positive, il faut savoir que c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de recette miracle non plus, mais c'est pas tombé du ciel comme ça. Il y a une base. C'est pas un truc de baba cool. Non, il y a une théorie derrière. La psychologie individuelle. Alfred Adler, un psychiatre autrichien, c'est lui le père de la discipline positive, qui était Adler était le disciple de Freud. D'accord ? Donc, il s'est séparé de Freud. Et ensuite, il a développé la psychologie individuelle. La psychologie individuelle aussi, la psychologie en tout cas positive et humaniste, prend sa source dans la psychologie individuelle. Oui. Je vais y arriver ou pas ? Oui. Voilà. Et positive, parce que... Pourquoi on dit positive ? Parce que justement, elle se nourrit, comme l'a dit Leïla, du courant de la psychologie positive. Orientée solution, d'accord ? Et orientée sur les talents, sur les points positifs et pas sur le négatif. Oui.
pour aider justement, c'est un des principes des thérapies brèves, de s'appuyer, c'est un tremplin en fait, le positif, pour aider justement la personne à être dans une boucle de réussite et avancer et à développer justement ses talents. Et quelle est la place de la punition No punition. Il n'y a pas de punition. Il y a des sanctions, il y a des conséquences. L'enfant fait la conséquence logique ou naturelle de son comportement, mais il n'y a pas de punition. Parce que la punition, elle va générer chez l'enfant, on dit en discipline positive, 4 R, la lettre R. Donc la rébellion, il va se rebeller. Il va vouloir se venger, donc la revanche. Le retrait égale soumission. Donc distance émotionnelle que l'enfant installe entre lui et son parent. Et Karima, le 4e R. J'ai dit revanche, j'ai dit rébellion, j'ai dit retrait, ressentiment. Voilà, il va nourrir un ressentiment à l'égard du parent qui l'aura puni. Oui. Donc non, il y a la recherche de solutions, c'est vraiment un outil phare de la discipline positive. L'enfant a un comportement inapproprié, je fais une recherche de solution avec lui. Je ne m'attends pas à ce que tout de suite il pratique la solution que nous avons trouvée. Je patiente, donc je lui laisse une marge d'erreur justement pour l'aider à développer la réparation. Il a fait une bêtise, il a eu un comportement inapproprié, donc il va réparer derrière. Oui. C'est ça. Donc c'est lui qui est acteur de la réparation. Mais comme il est acteur, il se responsabilise du coup. Et il comprend. C'est lui qui répare. C'est lui qui répare et il tire un apprentissage de ce qu'il a fait et ce qu'il aide à évoluer et avancer. Tandis que la punition, c'est qu'une distraction. C'est une distraction, on le punit sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'il a fait. Il sait pas une conséquence logique ni naturelle de son comportement. C'est simplement une volonté du parent de faire payer à l'enfant ce qu'il a fait. Et on s'imagine qu'il va comprendre et après on se demande pourquoi il récidive, pourquoi il refait tout le temps la même chose. Donc non, c'est vraiment une posture éducative, mais vraiment dans le sens de l'apprentissage, du développement de la responsabilité de l'enfant et de son autonomie. Leïla Tena avec nous ce matin et Karima Chadibaou, vous réécoutez. Ou vous écoutez tout simplement, vous enlevez le re devant. Vous écoutez l'émission sur beurrefm.net en podcast et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci à toutes les deux d'avoir été Philippe. avec nous ce matin et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.